C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, aimables téléspectateurs, dans le cadre de ce magazine de la rédaction, ce grand magazine d'ailleurs, Kinshasa Direct. Et oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour évoquer quelques sujets d'actualité, notamment la balkanisation de la RDC. Vous le savez, ce projet qui date de l'Occident. Et oui, est-ce que l'Occident est arrivé à balkaniser la République démocratique du Congo? On revient sur cette thématique avec la tribune du professeur José Adolphe Voto, qui est professeur des universités. On va ici débattre de ce sujet, mais également évoquer l'actualité en ce qui concerne le perchoir de l'Assemblée nationale. Eh bien, le fauteuil se dispute entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Kodia et Modesto Bahati Lukwebo, tous de l'Union sacrée. Bien que le ticket de l'Union sacrée soit connu, les autres persistent. Comment arriver à départager les uns des autres? Quels sont les réels objectifs des uns et des autres? Et comment leurs candidatures peuvent aboutir justement à l'unité nationale, mais aussi à l'évolution de la République démocratique du Congo, avec des lois qui pourront aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Ce sont les thématiques que nous allons aborder ce soir dans Kinshasa Direct. Vous le savez, l'actualité, notre priorité. Eh bien, nous avons de l'autre côté du plateau Christian. Je l'ai dit pour les grands. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Une plénière est convoquée ce mercredi 17 avril dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour dévoiler les calendriers des élections des membres du bureau définitif de cette chambre basse. Et puis, formation du gouvernement, la première ministre a appelé les formations politiques à se focaliser sur les besoins de la population. Cette exigence a été faite au groupe qu'elle a reçu ce mardi. Et puis à l'international, un commandant du mouvement libanais pro-iranien a été tué ce mardi dans une frappe des drones israéliens dans les sites du Liban. L'agence nationale d'information, agence officielle libanaise, a précisé que la frappe avait visé une voiture dans les villages de Ain Nabal, à une quinzaine de kilomètres de la frontière israélienne. Décès à Paris en France le 7 avril dernier de l'ancien vice-ministre congolais Antoine Boyamba, un haut cadre du FCC, a été enterré ce mardi dans la ville parisienne. Ici à Kinshasa, une messe des requiem a été organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités présentes, dont les patrons de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, pour lui rendre les derniers hommages. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya. Mais entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et on a retrouvé Moïse Tchamala pour les grandes lignes de l'actualité. La grande édition, c'est à 19h. Avec Gloria Mbouya Moutala, et nous allons déjà prendre notre tout premier dossier. 30 ans après, le plan de Clinton a-t-il échoué en ce qui concerne la balkanisation de la République démocratique du Congo? C'était tout. Eh bien, monsieur José Adolphe Voto nous a rejoint ici sur ce plateau. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on revient encore sur cette tribune. Vous l'avez déjà publiée autrefois, mais aujourd'hui, on revient précisément sur le 30 ans après, sur ce dossier de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous parlez du plan de Clinton. Ben justement, quelqu'un me reprocherait le fait que je puisse publier cette tribune pendant que Kigali est en train de commémorer les 30 ans de génocide. Mais effectivement, lorsque Kigali commémore 30 ans de génocide, qu'il invite le monde entier, donc Clinton et tous ces chefs d'État qui défilent, nous, on se rappelle de 30 ans de misère, 30 ans de guerre, 30 ans de sécurité, qui sont les conséquences du débarquement de millions de Rwandais suite à ces génocides au Congo. Et donc, nous disons que 30 ans, ça suffit. On ne peut plus continuer comme ça. C'est ce qui m'a poussé à faire cette tribune et surtout la présence de Clinton à Kigali lors de cette commémoration qui est très symbolique. Donc c'est Clinton qui, au début de ces événements,
et qui vient 30 ans après commémorer son œuvre. Voilà. Alors, comment faire cette corrélation, en fait, puisque vous parlez justement de ces génocides qui ont eu un impact au niveau de la République démocratique du Congo avec le déplacement des sujets rwandais vers la République démocratique du Congo? En fait, le génocide, ce n'est qu'un incident qui vient accélérer un plan qui a été déjà préétabli. Nous sommes dans les années 90. Et donc, c'est la perestroïka, 89, 90, c'est le vent de la démocratisation. Et donc, pour les États-Unis, les enjeux ne sont plus politiques parce que depuis les années 60, 70 jusqu'à 89, le Congo était au centre des enjeux de la guerre froide. Et donc, Mobutu a joué ce rôle-là pendant toutes ces années pour maintenir l'équilibre au sein de la région. C'était lui le pion pour maintenir les intérêts américains dans la région. Et donc, avec la perestroïka, les États-Unis n'ont plus besoin de Mobutu. Et pour les États-Unis, les enjeux au sein de la région, au sein de Grands Lacs, ce n'est plus des enjeux géopolitiques, ce sont des enjeux économiques. Et ce ne sont plus les États qui sont au centre de grandes activités, ce sont les firmes internationales. Parce qu'ici, il faut chercher l'argent. Et donc, l'administration américaine se rappelle de la genèse même du Congo. Donc, le Congo, depuis 1885, qui a été établi comme État indépendant du Congo. Vous sentez le terme? État indépendant du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace-là, c'est un no man's land. C'est un espace qui est ouvert à tout le monde. Ils sont conscients, d'abord, les États-Unis, qui n'ont pas de colonies. On sait que la politique américaine se fonde sur la liberté. Et donc, les États-Unis ne veulent pas... ils ont quitté, c'est des anglo-saxons qui ont quitté l'Europe au nom de la liberté pour aller en Amérique. Donc, ils sont mal placés pour venir faire s'acquérir encore de colonies. Et donc, ils disent, ils ne perdent pas de colonies, mais quand même, ils ont une même mise sur le Congo. Et donc, à la conférence de Berlin, le Congo est déclaré comme un État indépendant. Ben, ce n'est que deux. Non. Mais ça veut dire concrètement que le Congo est ouvert. L'une des grandes résolutions de la conférence de Berlin, c'est que, en fait, la conférence de Berlin, on aurait dû l'appeler la conférence du Congo. Parce que le plus grand enjeu, c'était le Congo. Et ça se décide à Berlin que le Congo est ouvert à toutes les grandes puissances pour y faire les affaires. Et pour ça, comme les États-Unis ne peuvent pas avoir une colonie, ils pèsent pour qu'aucune grande puissance ne puisse avoir le Congo. Léopold II n'était pas extraordinaire, il n'était pas aussi puissant. Pour qu'en face de la France, à l'époque, de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de toutes ces grandes puissances, que Léopold II puisse avoir le Congo. Non, ce sont les Américains qui ont pesé subtilement pour que Léopold II puisse avoir le Congo. Pour eux, pas pour la Belgique, mais pour les Américains. Voyez-vous? Et donc, 90, lorsque les enjeux géopolitiques ne sont plus aussi importants, l'administration Clinton se rappelle que ce Congo-là, il faut l'exploiter. D'où cette expression dans votre tribune de Kagame et le nouveau Léopold II. Voilà, ça commence là, mais ça commence dans la jeunesse. Donc, c'est Clinton qui est aux affaires. Il reprend le schéma de 1885. Il faut trouver un Bismarck. Et Bismarck qui trouve c'est Museveni. Et donc l'histoire du Congo se répète. Exactement comme Bismarck a géré la conférence de Berlin, mais qui n'était pas le grand bénéficiaire. Donc Clinton érige Museveni en Bismarck. Et donc tout se décide en 90 à partir de Kampala. Donc Museveni conduit cette transformation de la région à partir de Kampala. Donc, à partir de Kampala, c'est décidé que l'objectif, c'est le Congo. Et donc, l'arrivée de Kagame à Kigali n'est qu'une étape vers l'objectif qui est le Congo. Et ça coïncide avec les génocides qui accélèrent les choses. Et c'est Clinton lui-même qui appelle Museveni le Bismarck africain. Ça dit tout. Et depuis ces années-là, donc, dans la tête de Clinton, dans la tête de Museveni, qui monte dans la tête de Kagame, il faut découper le Congo.
Donc, beaucoup de Congolais se font d'illusions. Cette affaire de balkanisation, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, on sent cette détermination. Est-ce qu'on peut dire que le plan a échoué, il y a une résistance, ou en fait, ce plan se retrouve à chaque fois buté à un problème qui ne permet pas d'aboutir à justement à cette balkanisation? Ce plan, je dis que ça n'a pas abouti. 30 ans après, si ça n'a pas abouti, je ne vois pas comment ça va aboutir demain. Parce que je pense que chaque jour qui passe, les Congolais deviennent de plus en plus conscients que leur pays est en danger. Même si l'ennemi est très subtil, même s'il y a des Congolais qui sont recrutés depuis Laurent Désiré Kabila et qui sont mis en avant, qui donnent l'impression que non, c'est un projet congolais. Ça n'a rien à voir avec le projet congolais. Que ce soit l'AFDEL, que ce soit le RCD, le CNDP, le M23. Tous ces projets, ce sont des projets qui sont conçus à partir de Kigali pour découper le Congo. Ça c'est clair. Et donc, les Congolais qui ont subi tout ça sont maintenant conscients que leur pays est en danger et qu'ils ne permettront jamais que leur pays soit découpé. Ils se battront jusqu'au bout. Et donc, lorsque ces projets-là partent de Kampala, ça se répète exactement au niveau de Kigali, comme au début de l'État indépendant du Congo. Regardez, j'ai dit dans la tribune que si Museveni, c'est le Bismarck, Kagame, c'est Léopold II, des Grands Lacs. Donc Kagame répond exactement ce que Léopold II a fait du Congo. Léopold II, c'est un génocidaire. C'est plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués, dont les mains ont été coupées pour du caoutchouc. Et donc, le caoutchouc qui était les produits stratégiques de l'époque avec la guerre mondiale, aujourd'hui, les produits stratégiques, c'est le lithium, c'est le coltan, c'est le cobalt. Et donc, Kagame reprend la même méthode qu'ils ont expérimenté lors du génocide, qui reprend la même méthode que Léopold II au Congo, c'est-à-dire tuer atrocement pour faire peur. Mais Kagame fait d'une pierre 3 coups. C'est vrai que pour Clinton, ce sont les firmes internationales qui doivent surexploiter les minéraux du Congo. Mais Kagame, qui est engagé comme sous-traitant, en fait son affaire. Il en profite pour se retrouver. Premièrement, c'est exploiter le Congo avec les firmes internationales. Donc tous ces produits qui vont alimenter les industries stratégiques des États-Unis, que ce soit des industries qui sont au Canada, aux États-Unis même ou en Chine, partout, ce sont des industries américaines. Ces productions vont par là. Kagame l'a dit dernièrement. Il a dit que les produits du Congo ne s'arrêtent pas à Kigali. Ça va quelque part, mais ça va quelque part dans les intérêts américains. Mais il en profite, pour régler les problèmes de Hutus. Des Hutus qui sont 85% de la population. Et donc, tant que les Hutus sont nombreux, les Tutsis qui sont au pouvoir ne sont pas tranquilles. Donc, il faut équilibrer les nombres. Donc, il en profite pour poursuivre les Hutus et les aiguiller, les éliminer. Il les poursuit jusqu'à Kisangani, jusqu'à Mbandaka, pour les tuer, afin de rétablir l'équilibre. Et donc, c'est peut-être... Pour lui, il présente tous les Hutus comme des génocidaires. Ce qui est faux. Tous les Hutus ne sont pas des génocidaires. Et lorsqu'on demande que le Hutu rentre, il n'en veut pas. Il veut le maintenir au Congo et il se donne le droit de le poursuivre pour le tuer au Congo. Oui, alors comment comprendre le Rwanda comme la Belgique des Grands Lacs? Troisième stratégie, je termine par là, troisième stratégie de Kagame, je dis que la première stratégie, c'était l'exploitation des minéraux. Deuxième, c'est tuer les Hutus. Et troisième, c'est étendre la frontière de Rwanda vers le Kivu. Vous voyez comment il fonctionne? Et comme pour l'administration américaine, ce dont ils ont besoin, c'est des minéraux et que Kagame leur fournit, ils ferment les yeux sur tout. 10 millions de Congolais qui sont morts, on n'en parle pas. Mais quand il s'agit de 800 000 Rwandais qui sont morts, c'est le monde entier qui se met. Mais 10 millions de Congolais, c'est l'omerta totale. Et les médias internationaux et les grandes puissantes, personne n'en parle. Dans cette balkanisation, on parle quand même de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité quand même. Mais c'est tout réuni. Il y a eu crimes de guerre. Il y a des femmes qui ont été éventrées. Il y a des hommes qui ont été... Il y a des chefs de village qui ont été dénudés devant leur population pour déstructurer. Il y a des femmes qui ont été enterrées vivantes. Qui doit en faire des crimes contre l'humanité, encore crimes de guerre? Est-ce que le Congolais devra attendre que l'Occident confirme que c'est un crime de guerre, ce sont des crimes de guerre, ou bien
des mécanismes justement pour arriver à démontrer, à faire voir au monde. Apparemment, c'est comme si nous aussi, nous en parlons, mais nous attendons que l'Occident approuve cela comme crime de guerre ou crime contre l'humanité. Justement, c'est la responsabilité des Congolais. C'est la responsabilité des Congolais et pratiquement du pouvoir, du gouvernement congolais. Les Tutsis, c'est eux qui ont organisé que les génocides les génocides. Même s'ils ont été aidés par les Israéliens, les Juifs, c'est eux qui se sont organisés pour que leur génocide soit reconnu. Voilà. Il y a eu pire ici au Congo. Léopold en a tué plus de 10 millions. Kagame en a fait tuer plus de 10 millions. Mais c'est à nous de nous organiser. Donc nous interpellons en la mémoire de nos compatriotes qui sont morts, qui doivent être reconnus comme tels. Et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux. Mwenga, Tingi, partout où les gens sont morts, il faut qu'on érige des monuments, et même dans de grandes villes, qu'on érige des monuments pour rappeler la mémoire de nos compatriotes qui sont morts. En parlant des monuments également, on vous dira, oui, vous avez refusé les monuments des Blancs, vous venez ériger les vôtres, ce sera un pays des monuments. Est-ce que la mémoire collective doit forcément se rappeler à travers de monuments ou à travers des symboles qui... C'est l'histoire. Ouais. Même à l'époque, là où nos grands-parents ont réalisé des grands exploits militaires, c'est resté dans nos rues. Lorsqu'on parle de l'Éthiopie, des Sayo, des Gambela, ça reste. C'est dommage que des gens qui ne connaissent pas l'histoire de ces pays, des jours de lendemain, quand ils viennent, ils changent de nom. Non. Mais c'est les politiques aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que c'est la tendance des politiques aujourd'hui qui viennent, quand ils viennent... Si ça dépendait que de moi, ça n'engage que moi. Même les monuments de Léopold, on devait les laisser. Il faut que nos parents, nos enfants demandent, mais c'est qui ce monsieur avec une longue barbe? Qu'on leur raconte l'histoire. Pourquoi on veut effacer l'histoire? C'est notre histoire. Construisons d'autres routes pour immortaliser ceux qui viennent. On ne doit pas tout changer. Et un régime qui vient, on efface tout, on change. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. On change. Et des avenues, on change. Et vous changez, vous mettez les avenues, vous mettez d'autres noms. Finalement, on se dit... Laissez l'avenue du 24 novembre. Les enfants demandent pourquoi 24 novembre. On les explique. C'est ça notre histoire. Il ne faut pas effacer l'histoire. Mais les monuments sont importants, madame. Les monuments, c'est que lorsque les monuments sont érigés, lorsque les générations futures vont venir, ils vont demander pourquoi ce monument. On va leur expliquer. Voilà pourquoi nous demandons qu'on puisse ériger des monuments en faveur. Et non seulement, c'est un travail de communication, c'est un travail de diplomatie. Pour que ce que nous avons vécu comme crime de guerre, crime contre l'humanité, comme le monde n'a jamais connu ce que le Congo connaît. Même la guerre mondiale n'a pas connu ce que nous avons connu. Mais professeur, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse reconnaître ça, ça la relève des historiens, ça la relève des politiques. Si par exemple, au niveau des politiques qui sont censés à ce jour mener cette bataille-là de reconnaissance associée aux scientifiques et aux historiens. À tout le monde, aux associations, aux ONG, aux universités, qui doivent écrire. Vous savez, l'histoire, ça se raconte, ça s'écrit. C'est une option. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai étudié dans ces pays. Je connais mieux l'histoire de la France que l'histoire du Congo. Exactement. C'est pas normal. Donc il faut que les décideurs prennent de grandes décisions, que ces histoires-là soient écrites, qu'on enseigne dans nos écoles, qu'on les immortalise, qu'on fait des plaidoyers au niveau de la justice, au niveau de la diplomatie, qu'on fasse des cinémas, qu'on fasse tout pour que nos enfants puissent hériter de ça et pour que la communauté internationale soit au courant de ce qui se passe au Congo. Finalement, c'est Ponkabu ou Pongabi? Ça, c'est encore l'histoire. Les anciens disent Ponkabu. Les récents disent Pongabi. Pongabi. Ben, c'est pas là le débat, c'est un symbole de notre histoire. Vous voyez évidemment qu'il y en a comme ça, on dit bon marché, beau marché, on se dit finalement on a hérité des choses, mais au fur et à mesure qu'on évolue, la nouvelle génération n'a pas de référence et on dit un peuple sans répète, un peuple qui se perd. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où l'on vient et on se dit comment on va savoir où l'on va. On n'investit pas beaucoup dans ça et des décideurs qui sont de nouvelles générations qui ne connaissent pas l'histoire, parfois ils prennent des décisions, on casse par-ci, on change de nom sans savoir pourquoi. Il y a des monuments qui ont été déplacés dans cette ville. Le monument qui était à la place Mandela, Mandela. J'ai vu ça encore hier. C'est déplacé, c'est mis juste à côté. Juste à côté, oui. Mais c'est symbolique, même si on devait faire passer les sautes-moutons. Mais amener ça quelque part, ou remettez ça, c'est notre histoire.
Et c'est important pour rappeler aux Sud-Africains. J'ai suivi Ramaphosa qui sortant de la réunion avec Clinton et Kagame qui change de discours. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne lui rappelle pas ce que le Congo a fait pour l'Afrique du Sud. Le Congo s'est battu pour que l'Afrique du Sud, pour que l'apartheid s'arrête. Et symboliquement, dès que Mandela est sur la prison, il est venu remercier les Congolais, il est venu remercier Mobutu. C'est pourquoi ce monument. Mais vous venez, vous ne savez pas pourquoi, vous venez, vous mettez de côté. Non. C'est ça l'histoire. Et automatiquement, on a mis le rond-point Mandela de côté. On a mis le rond-point Mandela de côté. Et la symbole, si vous voyez ce monument, c'est un monument de paix qui a été produit par nos artistes. Mais on a mis ça de côté, on sait quoi en faire. Voilà. Donc on essaie d'effacer l'histoire tous les jours, mais je crois que c'est notre responsabilité, nous les intellectuels, nous les artistes, de revenir sur l'histoire pour que nos enfants... Parce que vous savez quoi? Les Tutsis, les Rwandais, toute l'histoire qu'ils racontent, c'est par rapport au Congo. Ils font des films sur le Congo. Dans toutes les universités, leur TFC, leur mémoire, leur doctorat, leurs livres, c'est sur le Congo. L'histoire du mensonge. Et si nous, on n'écrit pas, si nous, on ne fait pas de films, si nous, on ne laisse pas à la postérité une vraie histoire, c'est leur histoire qui sera racontée demain. C'est leur histoire, malheureusement. Mais aujourd'hui, puisqu'on veut parler... Je veux quand même poser cette question parce que je me suis mise aussi à regarder ce film, parlons du cinéma quand même, parce que quand on regarde par exemple le film Wakanda, dans l'identification, on identifie le Rwanda, mais quand on parle du contenu qu'on y trouve dans le Wakanda, on sent que c'est la République démocratique du Congo. Tout à fait, parce que nous, on est absents. Parce qu'on est absent. C'est l'histoire du chasseur et du lion. Et du coup, l'histoire est tronquée. Les jeunes qui regarderont ce film penseront que oui, effectivement, dans le positionnement, c'est pratiquement le Rwanda qui a tout ça, qui a toute cette technologie, haute technologie et consorts, et toutes ces recherches. Aujourd'hui, quelle est la place que vous pourrez accorder au cinéma dans l'histoire du pays? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde très bien, on voit que l'Afrique du Sud s'est investie dans le cinéma aujourd'hui. On sent que l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, n'en parlons pas, ils sont depuis belle lurette, et on sent également que tout est retracé, l'histoire du cacao, par exemple, on en parle dans toutes les séries de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique centrale est pratiquement absente dans ce secteur-là. Mais c'est dommage, madame. Est-ce que vous savez que nous, on était en avance par rapport à tous ces pays? Même l'Afrique du Sud. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud noire. Nous, on était en avance. Dans les années 70, le Congo, les Zaïre, a envoyé nos techniciens dans toutes les grandes écoles de l'audiovisuel. Il y a eu de techniciens à RTNC qui ont fait des stages en Allemagne, en France, même à Harvard. Ils font des stages à Harvard. D'où ces projets de théâtre de chez nous. Ils ont fait des stages dans des grandes écoles de cinéma. Tite Nguessan, c'était un grand réalisateur. Et donc, les Ouest-Africains qui s'inspirent des Congolais, aujourd'hui, nous avons disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une politique pour suivre ça. Il n'y a pas de financement pour le cinéma. Chacun se débrouille par-ci, par-là. Mais c'est bien dommage. Mais c'est toute une politique à lever. Et dans la consommation, aujourd'hui, quand on voit par exemple dans les chaînes câblées, on consomme plus les films sud-africains. Et nous perdons notre identité. Et voilà, nous perdons notre identité. On se comporte, on s'habille actuellement comme les Nigérians. Voilà, les jeunes filles aujourd'hui, tous le modèle, c'est qu'ils voient à la télé. Oui. Regardez dans nos fêtes. Même les chansons congolaises disparaissent. Mais c'est toute une politique pour mettre en place. On peut lui en vouloir. Mais Mobutu a fait un travail sur ça. Le ministère de Culture et des Arts. D'abord, il a levé l'option, l'authenticité. Il s'est investi dans ça, dans la communication. Et à l'époque, on était très loin en communication. Nous sommes parmi les premiers pays en Afrique à avoir la télévision en couleur, à la même période que la Belgique. Mais ça, c'est une option à lever. Mais aujourd'hui, nous dégringolons tous les jours. Mais je crois qu'il n'est pas tard. C'est important qu'on puisse réécrire notre histoire nous-mêmes. Comme Lumumba le disait, il faut investir dans ce secteur-là. Secteur de la culture, secteur du sport. Tout à fait. C'est qui ont fait valoriser la République démocratique du Congo à l'époque avec Mobutu. C'est parce qu'il y avait des combats ici, des spectacles ici. On a vu James Brown venir ici. Myriam Makeba. C'est toute une politique. C'est toute une politique de faire vendre une nation. Mais aujourd'hui,
qu'est-ce que le ministère de Culture et des Arts représente en République démocratique du Congo? Que représente le ministère de Sport en République démocratique du Congo? C'est relayé au dernier plan. Ben, je crois que ce que nous disons, ça ne tombe pas dans les oreilles du sourd. C'est pour interpeller. Nous sommes au début d'un mandat. Je crois que le gouvernement qui arrive va prendre les choses à bras le corps. Et on ne peut pas construire Rome en un jour. Je crois que mais on peut commencer et remonter. Un dernier message à tous les téléspectateurs, surtout la jeunesse également qui nous suit. Quand vous dites ça pour que je regarde la caméra. Pas forcément. Non, moi je vous dis, Boutella, madame, j'aime ce pays. Et je trouve ce pays extraordinaire. Si on me demandait de renaître, je reviendrai encore au Congo. C'est un pays unique, extraordinaire à son genre. Et c'est pourquoi le monde entier nous en veut. Et c'est normal. Le monde, la planète ici, c'est une jungle. Tant que vous avez une belle fille dans votre maison, les charognards viendront la chercher. Et donc, c'est à nous de nous organiser. Assez de vouloir se plaindre. Assez de penser que nos mots viennent du voisin ou de la communauté internationale. C'est normal. Ils viendront toujours. Mais c'est à nous de nous organiser. Mais c'est une erreur de quoi qu'il suffit que Clinton pense pour que ça se fasse. C'est faux. Clinton l'a pensé il y a 30 ans, il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que les Congolais se sont levés. Je demande aux Congolais, surtout aux jeunes, c'est leur héritage. Le Congo, c'est votre héritage. Levez-vous, défendez-vous, enrôlez-vous dans l'armée, battez-vous, même avec des bâtons, comme disait quelqu'un, pour qu'aucun kilomètre, aucun centimètre de ce pays ne parte. Professeur José Adolphe Voto, le nom José, je ne connaissais pas, José Adolphe Voto. Monsieur José Adolphe Voto, grand merci pour d'avoir accepté cette invitation justement pour revenir sur cette tribune de la balkanisation de la République démocratique du Congo 30 ans après. L'honneur est pour moi. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes carrément arrivés à la fin. Le deuxième invité, je crois, ce problème d'embouteillage qui est vraiment un très sérieux problème, il est là. Ah voilà, il est finalement là parce que je pensais d'ailleurs qu'il est coincé comme dans les embouteillages. Alors, on va prendre notre deuxième dossier.